de discuter, vous avez le droit. Mais en effet, voilà, je ne dis pas autre chose. Et donc, et vous pouvez avoir le droit de dire je suis Charlie et ne pas être d'accord avec une certaine obsession sur les religions ou sur l'islam en particulier qu'il y avait dans un certain moment de ce journal. Est-ce qu'il y a une question de neutralité pour le journalisme? C'est un mot piège, c'est un faux ami. Comme le mot objectivité. Tout journaliste sérieux ne peut pas se dire objectif. Nous faisons toujours un tri. Nous choisissons de mettre telle nouvelle en évidence par rapport à telle autre. Quand nous écrivons un article, nous commençons par un début, une accroche. Donc il y a toujours des choix dans notre métier. Donc le vrai mot qui peut renvoyer à notre responsabilité de journaliste dans la démocratie, c'est le mot d'honnêteté. Être honnête. Alors c'est quoi être honnête pour un journaliste? Et là on est au cœur, et ça fait lien avec la question venue de mon autre famille, on pourrait dire, qui est la question de à quoi ça sert un journaliste, que j'ai dit un peu au tout début. Pour moi, un journaliste, et la révolution numérique permet de remettre encore plus à leur place les journalistes, d'où la crise que vous avez soulignée là. Être journaliste, ce n'est pas produire des opinions. C'est encore une fois produire des informations. L'opinion, ça appartient à tout le monde. C'est le propre du citoyen, quel qu'il soit. Le journaliste, il peut avoir des partis pris, il peut faire des éditoriaux, des chroniques, mais le cœur de son métier n'est pas celui-là. C'est nous apporter ces vérités de fait, recoupées, sourcées, documentées, qui vont nous permettre de débattre dans un monde commun. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est la philosophe Hannah Arendt, puisqu'on a parlé du totalitarisme, qui l'a expliqué dans, non pas son grand livre, Les origines du totalitarisme, mais dans un texte de 1967 qui s'intitule « Vérité et politique ». Elle dit qu'il y a deux sortes de vérité par rapport au mot qui a été employé tout à l'heure. Il y a, et elle reprend des catégories philosophiques qui ont déjà été définies avant elle, mais elle radicalise le propos. Il y a des vérités qu'elle dit de raison, mais qui peuvent être déraisonnables parfois, qui sont en fait les vérités d'opinion. Vérité de conviction, vérité de croyance, vérité d'appartenance, vérité de raisonnement, vérité de déduction. Le cerveau humain en produira toujours des milliers. Des pertinentes et des déraisonnables. Des folles et des très justes. Et son propos, c'est de dire, s'il n'y a que ces vérités d'opinion, il n'y a plus de monde commun. Si c'est simplement mon opinion contre la vôtre, c'est très rapidement mon préjugé contre le vôtre. Ma croyance, ma conviction, mon idéologie, mon appartenance, mon engagement. Et c'est la guerre de tous contre tous. Pour qu'il y ait une possibilité de monde commun, il faut qu'il y ait au cœur de ce débat d'opinion d'autres types de vérités, qui sont beaucoup plus fragiles, et souvent menacées par les pouvoirs d'être cachées, d'être effacées, qu'il s'agisse du passé ou qu'il s'agisse du présent. Ce sont les vérités de fait, dit-elle. Ces vérités qui ne sont pas à elles seules la vérité. Elles ont un petit v et elles ont un pluriel. C'est comme un puzzle. Il faut des vérités de fait. D'ailleurs, la réalité complexe, elle est faite de plusieurs de ces vérités de fait, qui se complètent, qui complexifient notre compréhension de la réalité. Et ces vérités de fait, elles sont beaucoup plus sensibles. Et elle dit dans ce texte que pour les pouvoirs, très souvent, un apporteur, ce que je disais tout à l'heure à propos d'André Aliker, un apporteur de vérité de fait est vu comme beaucoup plus menaçant par les pouvoirs qu'un opposant politique, que quelqu'un qui simplement proclame une opinion, quelqu'un qui dévoile, qui révèle, qui démasque. Et donc, il y a là un enjeu pour moi essentiel. L'honnêteté du journalisme, elle est de ce côté-là. Après, le journal, il a une sensibilité. Le média, il a une sensibilité qui se voit dans quelle nouvelle il va mettre au-dessus de telle autre. Mais ce que nous devons demander à un journal, c'est d'abord cette rigueur-là,
sur les vérités de fait. Et c'est le cœur de ce métier. Et c'est là où moi, je n'ai pas la vision négative exprimée tout à l'heure, assimilant un peu le numérique et ses réseaux sociaux à la télé-réalité. Qu'est-ce qui se passe avec cette révolution numérique? Aucune technologie n'est libératrice en soi. C'est les usages sociaux qui vont décider qu'est-ce que nous faisons de cette technologie. Le numérique, Internet, le digital, ça peut être aussi bien la meilleure des choses que la pire des choses. Les révélations d'Edward Snowden nous montrent que d'abord, ça sert à nous espionner. Ça sert à nous fliquer, tous, à connaître nos opinions, à espionner ses propres alliés, et pas seulement les terroristes, à savoir ce que nous lisons, ce que nous faisons. Et c'est pour ça que la nouvelle loi sur le renseignement qui va être débattue en France pose problème à tous les défenseurs des droits de l'homme. C'est un Patriot Act, sans Guantanamo et sans la torture, mais c'est la possibilité de donner un champ infini de contrôle aux services de renseignement hors de tout contrôle judiciaire. Et c'est le pouvoir exécutif qui en sera le seul maître. Et c'est évidemment immensément dangereux. Et donc, cela peut être ça, ou cela peut être une opportunité démocratique, comme l'a été toute révolution industrielle. Je vais prendre un exemple. La première révolution industrielle, parce que chaque révolution industrielle, c'est une accélération du rapport au temps et à l'espace. La première, c'est invention technologique, la machine à vapeur, 18e, 19e. On peut bouger des campagnes à la ville, c'est le chemin de fer, le train. On sort de l'immobilité, les armées de Napoléon n'allaient pas plus vite que les armées de Jules César. Dans les campagnes, on ne bougeait pas, on était fixé, on était assigné, tout d'un coup on bouge. Ça fait surgir les villes, la question sociale, des enjeux nouveaux. Deuxième révolution industrielle, l'électricité, puis les énergies fossiles. La vitrine, c'est la voiture, problème que vous devriez débattre encore plus ici, et au passage. Faire surgir au moment du débat sur l'Assemblée unique la question de transport gratuit et commun et de sortir de... Enfin bref, je mêle de ce qui ne me regarde pas. Et donc, voilà, et c'est l'avion, et donc du coup, c'est l'individu qui se déplace. Bon, et c'est aussi, un nouvel âge. Et nous visons avec le numérique, un nouvel âge aussi. Chaque révolution industrielle, c'est un bouleversement économique, culturel, géopolitique, pour le meilleur et pour le pire. La deuxième finit avec la catastrophe européenne, 2 guerres mondiales, crimes contre l'humanité, génocide. Mais avant, il y a la belle époque, mais avant, il y a toutes sortes d'idéaux, il y a la naissance de la question sociale, du socialisme, toutes ces questions-là qui agitent, la question ouvrière, qui agitent nos sociétés. Nous sommes, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à chacune de ces accélérations, nous est posé, est-ce que nous allons nous saisir de ces accélérations pour les élever du côté d'une meilleure exigence démocratique? Révolution française, avant que Napoléon tue la liberté de la presse, c'était le pire ennemi. Révolution française, révolution du journal, explosion du nombre de journaux. Pas seulement les journaux imprimés, mais ce qu'on appelait les nouvelles à la main. Tout le monde n'avait pas l'argent pour imprimer des journaux, donc on reproduisait à la main. Alors c'est quoi les nouvelles à la main? Ben, c'est les blogs d'aujourd'hui. Il y a le pire et le meilleur. Il y a les comptes rendus des assemblées révolutionnaires, les débats, la Société des Amis des Noirs, etc. Tout cela qui bouillonne, les bras nus, les femmes qui... tout cela bouillonne. Et à côté, il y a quoi? Ben, il y a les rumeurs, il y a la reine scélérate, il y a Marie-Antoinette et ses amours féminines, il y a tout cela qui se répand, non vérifié, calomnieux, insultant. Mais il y a ce double mouvement, qui est, encore une fois, le surgissement du n'importe qui. Quand le peuple arrive, il arrive avec ses croyances, il arrive avec ce qu'il est, il arrive avec sa virulence, mais il arrive. Deuxième révolution industrielle. Là, la République, enfin, est chez elle. Et enfin, après un siècle, il y a la liberté de la presse en France. La loi de 1881, celle qu'il y a sur les murs, tout d'un coup, après que la France a été en retard pendant un siècle, à cause de Napoléon, je fais partie d'une famille très anti-bonapartiste, et qui pense que c'est le cœur de notre problème
le césarisme, le bonapartisme français, cette quête du pouvoir ramené à un